Alors bonjour à tous. Merci Julie pour la belle introduction. Alors donc nous on va se pencher sur la plantation des arbres fruitiers et des haies. Donc c'est assez vaste, hein. On va passer un petit peu des arbres fruitiers aux haies et de l'un à l'autre. J'essaierai de bien indiquer quand on passe de l'un à l'autre. Vous verrez qu'au final, ben, c'est un petit peu la même idée pour la plantation des deux éléments, mais il y a quand même quelques petites variations en fonction de l'un ou de l'autre. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur quelques termes pour que tout le monde comprenne bien. Tout d'abord, la différence entre arbre fruitier et verger. Donc, quand on parle d'arbre fruitier, on parle bien d'arbres isolés, alors que quand on va parler de verger, c'est bien un groupement d'arbres fruitiers. Ensuite, pour les haies, ben, une haie, qu'est-ce que c'est? Ben, sans vous apprendre grand-chose, c'est un alignement assez rapproché d'arbustes, avec présence éventuelle d'arbres, de objets. Et alors, on va pouvoir distinguer les haies sur deux éléments principaux. Le premier élément, ça va être la forme de la haie. Soit elle va être libre, c'est-à-dire que elle va être entretenue, ben, on va dire, voilà, tous les 10-15 ans, approximativement. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ça, ben, c'est plus, on va dire, des haies qu'on retrouve dans les campagnes, hein, notamment dans les bocages, etc. Et l'autre option, ben, celle qu'on voit plus traditionnellement dans les jardins, c'est plutôt la haie taillée, qui, elle, ben, du coup, est entretenue chaque année, ou bien tous les 2-3 ans pour ceux voilà, qui n'aiment pas spécialement tailler leur haie chaque année. Ensuite, on va pouvoir distinguer deux types de haies en fonction de la composition. La composition, elle peut être soit monospécifique, ça veut dire que la haie va être composée d'une seule espèce, comme ici par exemple une haie de hêtre rouge, ou bien elle va être multispécifique, c'est la même chose que diversifiée, ou là, la haie va être composée de plusieurs espèces différentes. Ok, donc ici, pour bien distinguer, une haie peut être soit libre ou taillée, ça va être sa forme, et elle peut être soit diversifiée, soit monospécifique, ça c'est sa composition. Ici, dans la suite de la présentation, vous verrez qu'on parlera beaucoup de haies diversifiées, pour plusieurs raisons. Alors, autre petite chose, ça, bah, vous en rappellerez peut-être de du premier webinaire qui avait été donné début d'année. Ben, pour bien comprendre, donc un arbre fruitier, comment est-ce que c'est construit? Eh bien, en fait, c'est composé de plusieurs individus. D'abord, vous avez le premier individu, donc qui correspond au tronc et aux racines, qu'on appelle le porte-greffe. Ensuite, bah, sans surprise, vous avez un deuxième individu, porté par le premier, et donc qui lui constitue toutes les branches et qui est appelé greffe, ou bien variété. Et entre les deux, bah, il y a le petit point de greffe, c'est l'endroit où le deuxième individu a été collé sur le premier. Je ne vais pas revenir là-dessus, comme on en a déjà parlé il y a quelque temps. Et donc, bah, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bah, parce qu'en fait, chaque individu est vraiment spécialisé dans sa fonction, en sachant que le premier plutôt va vraiment former un tronc solide et un tronc rigide, et surtout un système racinaire qui est adapté au sol, alors que le deuxième individu, lui, va plutôt être vraiment sélectionné pour produire des fruits qui sont bah, intéressants. Et ici, petit détail, ben, vous allez voir que le fait voilà, qu'on vienne greffer un arbre sur un autre, ben, ça explique pourquoi on ne va pas semer de pépins directement dans le cas des arbres fruitiers. Et c'est pour ça qu'ici, dans la suite de la présentation, on va chaque fois parler de plantation de plants directement, plutôt que planter des graines, ce qui serait possible évidemment, mais qui nécessite un peu plus de connaissances et quelques petits éléments. Alors, je vais passer directement à une première question pour avoir un petit peu une idée générale. Euh, du coup, pour avoir une idée, est-ce que certains d'entre vous ont déjà planté une haie diversifiée, que ce soit dans votre jardin ou bien dans un espace vert à proximité de votre habitation? Je vais laisser une petite minute pour répondre. Vous pouvez du coup répondre dans la conversation. Voilà, tout à fait.
Julie, je te laisse regarder les réponses et peut-être me dire quand il y a grossièrement quelques réponses qui sont arrivées, parce que je ne vois pas les réponses. Hmm. Eh ben, je n'en vois pas non plus. J'ai pas de réponse dans le chat. Quand même qu'on ne se fait pas un monologue depuis tout à l'heure. Alors là, j'ai pas de Bon, bah, réponse. non, bah, c'est pas grave, on va passer à la deuxième question. Peut-être que la deuxième aura plus de succès que la première. La deuxième, du coup, c'est sur les arbres fruitiers, c'est également pour savoir, avoir un peu une idée. Et, Bernard, par contre, tu as ta connexion, à mon avis, qui saute un petit peu. Euh, c'est quand même fort haché. Je sais pas, peut-être tu devrais désactiver la caméra pour optimiser le réseau, peut-être. Ah, est-ce que tu sais le faire pour moi? Alors, est-ce que je sais le faire pour toi? Je sais désactiver ton micro, mais ça ne va pas t'arranger. Mais je ne sais pas désactiver ta caméra. Alors, hop, je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. Alors, bon, ben, on va poursuivre. Hop. Alors, voilà les différents points qu'on va aborder ici. Tout d'abord, on va vite passer en vue pourquoi planter, faire un petit point ensuite sur la législation, et puis ensuite les deux parties très importantes, hein, donc, tout ce qui est planification et une bonne pratique pour le projet de plantation. Un petit mot également sur l'entretien, parce que voilà, c'est pas tout planter, faut quand même, c'est important de réaliser un suivi pour la pérennité des plantations. Et puis alors, on aura une intervention de la part de Valérie de chez Faune et Biote. Alors tout d'abord, pourquoi planter? Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, bien qu'il y ait de nombreuses choses sur lesquelles qu'on pourrait aborder. Mais grossièrement ici, on va retenir voilà, l'ensemble des fonctions qu'un arbre, qui soit fruitier ou que ce soit un arbuste dans une haie, peut nous apporter ou peut apporter à l'environnement. Mais surtout, dans le cas des arbres fruitiers, il y a également l'ensemble des fruits qu'on va pouvoir déguster euh, tout au long de la saison de récolte. Alors, un petit mot également sur les haies diversifiées. Un petit mot pour dire voilà, qu'une haie diversifiée taillée, c'est possible, mais également que c'est beau. Et ça, voilà, je pense que c'est aussi une raison qui peut nous pousser, nous mener à nous orienter vers des haies diversifiées. Mais c'est que ici, voilà, quelques petits exemples de haies diversifiées qui ont déjà quelques années. Voilà, ça apporte une petite touche de beauté au jardin. Alors, au niveau de législation, euh, tout d'abord, il faut vérifier s'il y a une réglementation communale. S'il n'y en a pas, alors du coup, là, on se penche sur le code civil et qu'est-ce qu'il est raconté là-dedans? Eh bien, il faut tenir des distances minimales de plantation par rapport à la limite de propriété avec vos voisins. Et alors, on va prendre 50 centimètres minimum pour les petits plants qui seront inférieurs à 2 mètres. Et alors, il faut s'écarter de 2 mètres pour les plants qui s'élèveront à plus de 2 mètres. Et alors là, c'est important hein, parce que les 2 mètres, on y arrive assez rapidement. Donc, euh, donc voilà, il faut faire attention de bien prendre la distance suffisante. Également, pourquoi ne pas planter sur la mitoyenneté? C'est une option également. Et en plus, ça va permettre de partager les frais d'achat et d'entretien avec votre ou vos voisins. C'est également possible d'intégrer des arbres, même si c'est sur la mitoyenneté. Alors là, il est conseillé d'établir un accord écrit
et de le faire enregistrer, voilà, dans le meilleur des cas, euh, pour vraiment fixer les clauses avec vos voisins. Et ça permet également ben, un certain gain de place, surtout voilà, pour les plus petits jardins. Ça permet de gagner un petit peu de place en plantant sur la limite. Alors maintenant, la planification en tant que telle. La première étape, la plus importante, ben, c'est de sortir, d'aller voir là où vous allez planter et de faire un petit état de lieu. La première chose, étant donné que tout part de là, c'est de regarder ce qu'on a sous les pieds, c'est-à-dire à quoi ressemble le sol. Alors pour ça, bon, évidemment, la première option, c'est de prendre une bêche, de regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous. Mais une autre manière de faire, c'est également de regarder les espèces qui sont déjà présentes sur le milieu. Vous pouvez voir, par exemple, sur la petite photo au-dessus à droite, on peut voir qu'il y a des joncs. Vous voyez, hein, c'est les deux petites touffes qui sont un petit peu plus denses, comme ça, un petit peu plus hautes. Ben ça, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ben, ça peut nous dire que le sol est peut-être un petit peu humide ou même un petit peu compacté. Voilà, c'est donc du coup, a priori, c'est pas un endroit idéal pour planter des fruitiers, en tout cas là directement. Et donc, ben voilà, ça, sur la nature du sol, on peut déterminer le taux d'humidité, l'acidité, mais également l'exposition, hein, en voyant si l'ensoleillement est plus ou moins important. Alors, la deuxième chose qu'il va falloir regarder, ben, c'est la longueur et la largeur disponible de plantation. Et ça va être très important, notamment pour les haies libres, parce que si on plante une haie libre, ben, du coup, on va faire le choix de ne pas l'entretenir annuellement, donc de faire des entretiens assez espacés. Donc, du coup, il faut une assez grande largeur pour ne pas que ça empiète sur les zones de passage, par exemple. Et donc là, ben, on va recommander de planter, on va dire, idéalement à environ 3 mètres de la mitoyenneté. Pourquoi? Pour ne pas tout simplement dépasser chez le voisin et pour du coup limiter la gestion. Et donc du coup, ça veut dire que s'il y a 3 mètres à partir de la mitoyenneté, ça veut dire que ça va aussi potentiellement aller jusqu'à 3 mètres vers l'intérieur du jardin. Et donc du coup, on voit que voilà, ça fait des largeurs assez importantes, une emprise au sol assez importante, et ça pour un seul rang. Si on augmente le rang, évidemment, la largeur augmente encore. Ici, je ne parle pas de la haie taillée. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, elle est par nature taillée, et donc du coup, ben, on choisit la largeur qu'on veut lui donner. Et ensuite, pour les arbres fruitiers, eh bien là, je vous renvoie vers le porte-greffe, parce que c'est lui qui va déterminer la vigueur de l'arbre et donc l'espacement qui va être nécessaire par rapport au voisinage ou aux arbres entre eux. Ensuite, très important aussi, ben, prendre contact avec nos chers voisins, les informer ben, voilà, des projets de plantation et éventuellement faire un petit peu plus si vous envisagez de planter sur la mitoyenneté. Également penser à l'ombre portée de la haie ou des arbres fruitiers. Voilà, c'est des petits éléments à prendre en compte. Et alors, une petite chose aussi, ben, c'est se renseigner notamment sur les primes qui sont disponibles à la région. Et là, ben, voilà, on l'abordera un petit peu plus tard dans la présentation. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, on va ensuite pouvoir sélectionner les espèces. Alors, comment est-ce qu'on va sélectionner les espèces? Tout d'abord, on va se pencher sur les haies diversifiées. OK? Donc ici, on parle bien des haies et pas des arbres fruitiers. Alors, pour les haies, on va déjà s'orienter vers des espèces indigènes, donc c'est-à-dire des espèces qui poussent naturellement dans notre région géographique. Et donc, du coup, ici, nous, on vous conseille de choisir au minimum 5 espèces différentes. Pourquoi? Pour varier les ressources et les habitats qu'on va offrir à la faune. Donc, il y aura notamment des floraisons différentes à différentes périodes. Il y aura des fruits qui seront différents également, qui pourront nourrir un plus grand panel d'oiseaux et d'insectes. Mais également, il y aura des hauteurs différentes, une forme un petit peu plus différente. Également, certaines espèces avec des épines. Ça peut former des zones un petit peu plus à l'abri pour la nidification de certains oiseaux. Et alors, si possible, intégrer des arbres dans la haie, ça permet vraiment de, d'agrémenter sa dimension en 3 dimensions.
et ça permet encore d'accueillir plus de biodiversité. Alors, au niveau des choix des espèces, on va aussi choisir, bien entendu, en fonction du sol, qu'on a exploré un petit peu plus tôt, en fonction de l'exposition, et alors aussi en fonction de notre région naturelle, si on est dans le Condro, en Ardennes, et alors sur la forme de la haie, on va sélectionner, c'est-à-dire plutôt si on va s'orienter vers une forme taillée ou une forme libre. Et alors, en petit point, voilà, faire attention aux espèces qui sont drageonnantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une espèce drageonnante? C'est une espèce qui a formé, en fait, beaucoup de tiges souterraines et qui a tendance à prendre à former des massifs avec beaucoup de tiges qui émanent du sol. Et donc, du coup, pour les petits espaces, on va éviter ces espèces-là. Et on pense notamment aux pruneliers, mais également aux merisiers ou aux cornouillers sanguins. Et en fait, comment est-ce qu'on disposera de différentes espèces? En fait, on fera des petits groupes de 3-4 pieds par espèce qui permettra vraiment de faire des tâches comme ça des différentes espèces pour faire vraiment des tâches de fleurs, du coup, et de fruits par la suite. Voilà, ça c'est également au niveau esthétique. Alors, il y a des outils qui permettent de vous aider à choisir ces espèces. Ici, je vais vous en présenter 3. D'abord, il y a le Vademecum Yesuiplant. Donc ça, c'est une liste d'espèces qui a été établie dans le cadre du projet Yesuiplant de la région wallonne. Euh, donc, c'est une liste d'espèces indigènes. Il y a un document assez intéressant, le document est pour demain, qui lui décrit également ces espèces de façon un petit peu plus précise. Et alors, un outil très intéressant, l'outil de sélection d'espèces mae.be, qui a été développé par la SBL AWAF, euh, que je vais te présenter juste après. Alors ici, une petite chose, vous voyez que j'ai mis des QR codes. Donc le QR code, vous pouvez le scanner avec votre téléphone, mais vous pourrez également cliquer dessus quand vous recevrez la présentation par la suite, parce que j'ai lié des liens Internet aux différents QR codes. Donc voilà, quand vous recevrez la présentation, n'hésitez pas à cliquer sur les QR codes, vous serez directement renvoyé vers le lien. Alors, ça, c'est la liste Yesuiplant, avec les différentes régions naturelles, les différentes utilisations. Vous voyez qu'il y a, voilà, il y a des indications pour les différentes espèces. Et alors ensuite, l'outil mae.be. Alors, dans cet outil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord sélectionner la région sur la carte de Wallonie. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné la région Sambre-et-Meuse et Condroz. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de sélectionner votre objectif principal. Voilà, est-ce que c'est une haie pour la biodiversité? Est-ce que c'est pour limiter l'érosion, etc. Et alors, une fois que vous avez choisi ça, ici j'ai choisi biodiversité, eh bien vous allez avoir une proposition, une liste d'espèces qui sera idéale pour votre région et pour l'objectif poursuivi. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vous laisse un petit peu parcourir l'outil, mais c'est vraiment très bien fait. Maintenant, on va se pencher sur les arbres fruitiers. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour choisir les espèces et les variétés? D'abord, on va choisir l'espèce. Alors, il y a 4 espèces principales de fruitiers, en tout cas en région wallonne: pomme, poire, prune, cerise. Et alors là, on va choisir d'abord en fonction de nos goûts. Pourquoi? Ça sert à rien de mettre un prunier dans le fond du jardin si on n'aime pas les prunes, tout simplement. Deuxième raison qui va guider le choix, c'est l'espace disponible. Et ça, de plus, il faut faire attention parce que parfois, on va avoir besoin de minimum 2 arômes pour que la pollinisation soit bien réalisée. Et alors, le troisième élément à prendre en compte, c'est les exigences du porte-greffe. Le porte-greffe, si vous vous rappelez bien, c'est l'individu qui va former toutes les racines, tout le système racinaire de l'arbre fruitier. Eh bien, cet individu, il faut qu'il soit à un endroit qui lui convient. Ça, il y a un tableau qui est très bien fait, qui a été réalisé par dans le cadre du projet Certifruit. Et donc là, on peut voir que pour les différents porte-greffes, eh bien, il y a différentes caractéristiques du sol liées. Alors, ça peut paraître très compliqué, ok. Effectivement, hein, le sol, c'est quelque chose de très complexe. Mais voilà, si vous faites attention aux éléments principaux, voilà, vous pourrez déjà être un petit peu orienté. N'hésitez pas également à faire appel à des personnes qui s'y connaissent. Et alors, le plus important, si vous voulez y comprendre un petit peu plus sur le sol, je vous invite à vous inscrire
à la visioconférence du mardi 3 décembre, que justement Julie, qui était là au début, va présenter sur vraiment comprendre son sol et s'y adapter. Donc voilà, ça permettra de bien choisir votre porte-greffe. Alors une fois que vous avez choisi l'espèce, il va falloir choisir la variété. Et alors là, il faut savoir qu'il y a de très nombreuses variétés qui existent pour les différentes espèces. Et alors là, ben, on va choisir en fonction de quoi? Ben, en fonction de la tolérance aux maladies, notamment grâce au label Certifruit qui fournit des listes de variétés qui ont une certaine tolérance aux maladies, qui peuvent vivre avec, mais également l'utilisation des fruits. Ah, si on préfère des fruits de table, si on préfère des fruits pour faire de la compote. Euh, et alors, point très important également sur la pollinisation, parce que voilà, on ne peut pas mettre n'importe quelle espèce les unes avec les autres. Alors, cet aspect de pollinisation, c'est un aspect qui est assez compliqué. Euh, je vais essayer de vous le présenter en quelques mots, ok? Euh, mais vous verrez que c'est assez complexe. Voilà, je vais assez vite parce que le temps est compté, mais n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, ici j'en reparle un petit coup, à vous inscrire aux deux visites de terrain qui se tiendront le 2 et le 9 novembre. Ma collègue en reparlera en fin de conférence, où on reprendra vraiment tous ces éléments tranquillement. Donc ici, vous voyez, je passe certaines choses un petit peu rapidement, mais ce sera tous des éléments qu'on reprendra également sur le terrain. Alors, pour ceux qui ne seront pas sur le terrain, comment est-ce qu'on fait pour la pollinisation? Alors, c'est magnifique, il y a des tableaux qui ont été superbement bien faits, encore une fois par Certifruit. Et qu'est-ce que ces tableaux nous disent? Ici, on va se pencher sur l'espèce cerise. Ok? Donc ici, ce sont toutes des variétés de l'espèce cerise. On va dire que vous avez envie de planter un Edelfinger. Ok? Edelfinger, c'est quoi? C'est une variété de l'espèce cerise. Eh bien, si vous plantez un Edelfinger, eh bien, on va regarder quel individu il va falloir planter aux abords pour avoir des fruits. Et là, on va regarder du coup dans la partie du dessus, donc dans les pollinisateurs. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir que tous ceux qui sont en jaune ici, eh bien, ils ont une combinaison fertile avec notre Edelfinger. Ça veut dire que s'il y a un de ces autres individus aux alentours de notre Edelfinger, eh bien, ils vont fleurir plus ou moins au même moment et ils vont permettre, s'il y a une abeille qui va chez eux et puis qui va sur notre Edelfinger et qui transporte un petit peu de pollen, eh bien, ce pollen va pouvoir fertiliser les différentes fleurs de notre Edelfinger et former des fruits. Parce que, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Edelfinger, avec lui-même, eh bien, en fait, ça ne va pas. Donc, s'il est tout seul, il va pas pouvoir s'auto-féconder et donc il va pas pouvoir produire des fruits par lui-même. C'est pour ça qu'on dit il faut toujours, on ne plante jamais un fruitier tout seul. C'est vrai dans la plupart des cas. Donc on voit hein, qu'il faut une autre variété qui fleurit plus ou moins au même moment et qui est compatible avec cette dernière. OK. Et donc c'est comme ceci qu'on peut choisir voilà, les variétés qui vont pouvoir polliniser celles qu'on veut. Alors attention, c'est pas parce qu'une variété peut polliniser Edelfinger que Edelfinger va pouvoir polliniser cette variété en retour. OK, donc ça, voilà, faut prendre le temps de regarder les variétés qui nous font de l'œil et de voir ce qui fonctionne bien. Petit point tout de même, ici vous voyez que la variété Stella, par exemple, fait un peu gage d'exception chez les cerises. Et là, on voit que elle peut se féconder avec elle-même. Voilà, grâce à AF, on voit que c'est une variété auto-fertile. Et donc du coup, ça veut dire qu'elle va pouvoir s'auto-féconder. Et donc du coup, voilà, par exemple pour un petit jardin, si on en met un tout seul, eh bien lui, il va pouvoir s'auto-féconder et donc tout de même former des cerises. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, pour choisir justement ces différentes espèces et ces différentes variétés, là encore une fois, il y a des outils qui existent. Il y a notamment toutes les fiches conseils Certifruit. Il y a un site également très très riche où on peut se perdre de nombreuses heures qui s'appelle Biodimestica, tout le patrimoine fruitier des Hauts-de-France et de Wallonie. Et alors, il y a encore quelques informations sur les listes du Vademecum Yes We Plant. Voilà, ici,
vraiment, n'hésitez pas à aller prendre le temps de vous perdre sur ces différents sites. Il y a une quantité d'informations accessibles gratuitement énorme. Voilà, faut vraiment prendre le temps d'aller se perdre là-dedans. Et alors, ne pas oublier de s'orienter vers tout ce qui est fruitier méconnu. Parce qu'ici, hein, je vous ai parlé des fruitiers classiques, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres espèces qui sont comestibles, notamment le pêcher, le cornouiller mâle, le châtaignier, le noyer commun, le mirobolant, le noisetier. Voilà, c'est tous des arbres qui peuvent apporter des ressources alimentaires très intéressantes et qui vont permettre également d'aller chercher toute une gamme de sols assez variés en fonction du terrain que vous avez. Donc voilà, ici je rentre pas dans les détails, mais sachez qu'également au sein de ces espèces, ben, il y a également des variétés avec des fruits qui sont un petit peu plus gros ou des noix qui s'ouvrent un petit peu plus facilement ou bien avec le fruit qui prend un petit peu plus de place dans la coque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous perdre, mais voilà, ne pas oublier qu'il y a plein d'arbres fruitiers un peu plus méconnus qui sont des ressources alimentaires aussi très intéressantes pour le jardin. Alors, donc là maintenant, prochaine étape, ok, vous avez pris le temps de voir un petit peu votre terrain, vous avez choisi les espèces qui vous feraient plaisir et qui correspondraient bien au contexte. Bah, du coup, maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va se fournir? Et alors là, bah, il y a plusieurs éléments qui vont pouvoir nous aider dans, pour la fourniture des plants. Bah, tout d'abord, il y a des labels qui existent. Il y a le label artisan du végétal et végétal d'ici. Eux, ce sera plutôt pour tout ce qui est plants de haies, également pour les fruitiers. Donc là, bah, sur les sites, vous avez accès à toute une série d'horticulteurs et de pépiniéristes qui sont reconnus par ces labels. Et voilà, c'est un gage un petit peu de qualité, mais également de production, on va dire, plutôt artisanale et locale. Et alors, il y a également les labels certifruits, que ce soit les pépiniéristes ou les revendeurs. Et alors là, c'est spécifiquement pour les arbres fruitiers. Une autre option, c'est plutôt lié à des projets ponctuels. Il y a notamment le projet Arbre en kit en Wallonie-Picarde. Et alors, il y a également des achats groupés. Ici, par exemple, c'est un achat groupé de fruitiers haute tige, plutôt du côté Wallonie-Est, réalisé ici, dans le cas présent, par Agrahost et Natagriwal. Donc voilà, ça n'hésitez pas, ce sont des projets qui sont toujours en cours actuellement et qui permettent d'accéder à des plans, on va dire, de façon plus intéressante, que ce soit financier, mais également avoir une assurance que les plans seront disponibles, vu qu'on les commande plus longtemps en avance. Et alors, une autre façon de se fournir en plans, eh bien ça, hop là, pardon, eh bien, c'est via la semaine de l'arbre. Et cette année magnifique, 2024, qui est une belle année, c'est l'année des arbres et arbustes indigènes, en plus. Et donc pour ça, ben, ça se passe le week-end du 23-24 novembre et puis du 30 novembre 1er décembre. Et ça, ben, c'est pas moins de 218 communes qui vont distribuer des plans gratuitement. Donc ça, je vous invite à aller sur le site de votre commune pour voir ce qu'il en est. Je sais bien que chez certaines communes, il faut réserver les plans à l'avance. Pour d'autres non, mais voilà, n'hésitez pas à aller. Il y a également diverses animations sur la thématique la semaine du 25. Alors, petite question, on va voir si le chat veut bien fonctionner ou pas. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour sélectionner les espèces pour une haie diversifiée? Ah, on ne m'entendait pas. Il y a eu un petit souci, pardon, avec l'onglet conversation. Vous avez été plusieurs à me le signaler. Donc, en fait, maintenant, il y a un petit onglet, c'est Q&R. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions via cet onglet qui a dû apparaître sur le haut de la discussion. Et donc là, je vais ouvrir la question. Je vais ouvrir la question.
sélection. Voilà. Je vous pose la question en direct. N'hésitez pas à répondre directement dans la nouvelle question qui a été créée. Donc, il y a quelqu'un qui signale le sol. Euh, C'est une très bonne idée. On va encore laisser quelques secondes pour que vous puissiez y réfléchir, éventuellement donner votre avis. type de sol, il y a aussi l'humidité du terrain, le pH du terrain, l'objectif de la haie. Magnifique. La situation, l'ensoleillement, la région. Parfait. Alors, moi, tout ça, ce sont des très bons éléments. Donc, effectivement, donc la nature du sol, hein, ça a été cité, la région naturelle, donc liée notamment au climat également de la zone. Alors, l'objectif de la haie, ben, peut-être que c'était la forme de la haie, donc plutôt un objectif de haie taillée ou plutôt de haie libre. C'est un bon élément, mais également si on veut plutôt acquérir la biodiversité, former une barrière solide ou faire du bois plutôt avec une vocation de faire du bois. Donc tout à fait, c'est un élément important. Et alors un élément qui a peut-être été cité ou peut-être pas, ben, c'est vraiment l'aspect indigène. Donc voilà, pour les choix des espèces, il faut vraiment faire attention à bien les sélectionner dans les espèces qui sont indigènes. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, les espèces indigènes, ben, ça fait des milliers, voire des dizaines de milliers d'années qu'elles sont présentes sur nos territoires. Et donc, en fait, toute la faune et la flore est vraiment à coévoluer avec ces espèces-là. Et donc, c'est des espèces qui sont très intéressantes pour la biodiversité. Alors, maintenant qu'on a planifié notre plantation, on va passer à la plantation en tant que telle. Donc ici, on va passer en revue les quelques bonnes pratiques pour planter. Tout d'abord, quelques petits conseils préliminaires. C'est important de commander les arbres et les plants bien à l'avance. Et ça, surtout pour les arbres fruitiers. Souvent, je veux dire, les catalogues dans les pépinières, parfois, ben, on peut même commander une année à l'avance, quand c'est dans le meilleur des cas. Mais souvent, voilà, ils ouvrent les stocks, voilà, début septembre, fin août, pour vraiment, ou alors où ils donnent les stocks. Et donc, c'est vraiment le moment où c'est important de réserver. Pourquoi? Ben, pour avoir les variétés qu'on souhaite. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'importance de choisir les variétés et d'avoir des bonnes variétés qui peuvent se polliniser, etc. Donc voilà, bien s'y prendre à l'avance pour commander les plantes à l'avance. Au niveau des haies, ici, petite recommandation, toujours acheter les plants les plus petits possibles, en racine nue. Parfois, on se dit, voilà, on va gagner un peu de temps, on va prendre des plants qui sont un petit peu plus grands. Et alors, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? De un, vous allez payer plus cher. Et de deux, eh bien, en fait, plus le plant est petit, plus il va reprendre de façon importante. Et en fait, au final, de quoi est-ce que vous allez vous rendre compte? Que les plants plus petits, vu qu'ils vont mieux s'installer plus rapidement, en fait, ils vont vite reprendre l'avance qu'ils avaient perdue par rapport aux plants un peu plus grands. Et donc, au final, vous allez aller encore plus vite pour avoir une haie bien développée. Alors, au niveau de la période, c'est fin novembre, période idéale. Alors, ce qui est très important, c'est d'emballer les racines entre la pépinière et la zone de plantation. Il faut savoir qu'une exposition des racines d'environ 30 minutes au soleil, ça peut ralentir la croissance pendant les 3 premières années. Donc ça, c'est une observation que l'Institut pour le développement forestier français a réalisée. Donc voilà, 30 minutes et puis on perd 3 ans où la croissance est ralentie.
Très important de protéger les racines et bien les emballer dans une toile humide. Alors ensuite, si la plantation est reportée de plusieurs jours, ben là, on va mettre les plants en jauge, c'est-à-dire qu'on va les coucher et alors qu'on va recouvrir leurs racines avec du sable ou de la terre humide. Ben, pour planter des arbres, c'est toujours mieux d'être accompagné, surtout pour les arbres fruitiers, où on va devoir mettre un tuteur, etc. Et alors, très important, en amont, réaliser un plan de plantation. On va noter notamment les espèces, les variétés plantées, et très important aussi, les porte-greffes utilisés, étant donné que la variété et le porte-greffe ne sont pas les mêmes individus. Alors, ensuite, les outils. Donc, comme vous pouvez le voir, planter ne s'improvise pas. D'abord, ben, il va falloir matérialiser les plantations, c'est-à-dire ben, physiquement montrer où est-ce qu'on va planter. Ça, ben, vous pouvez utiliser soit des fers à béton ou soit des piquets en bois. Et alors, du fil, par exemple, pour indiquer la longueur que vous allez planter, pour essayer de planter de façon la plus rectiligne possible. Pourquoi? Ben, comme ça, après, ce sera plus facile de dégager aussi le rang de la haie. Ensuite, il va falloir creuser. Donc, pour ça, il nous faut une bêche, une pelle, éventuellement une baramine si c'est rocailleux. Ensuite, ben, il va falloir enfoncer un tuteur si on plante un arbre fruitier. Et donc, ça, ben, il faudra une masse ou bien un pilon. Un pilon, c'est quoi? C'est l'outil que vous voyez sur la droite sur la photo. Éventuellement une petite échelle. Ensuite, il faudra ben, fixer la ligature. Donc, il faudra une visseuse, un marteau, en fonction de si on utilise une vis ou bien un clou. Il faudra également déplacer le matériel. Donc, une petite brouette, ça ne fait pas de mal. Et alors, ben, en amont, il faudra aussi peut-être un petit peu nettoyer la zone, donc avec une tondeuse, une débroussailleuse ou bien une faux pour les plus motivés, parce que c'est toujours important de voilà, bien travailler sur une zone dégagée. Et alors, pour praliner les racines, là, il faudra un grand seau, une bassine, euh, également un sécateur bien affûté et un mètre ou un décamètre pour bien prendre les mesures. Ça, ce sont les outils. Maintenant, il va falloir aussi du matériel. Alors, pour les fruitiers, il va donc falloir un tuteur. C'est obligatoire pour tous les fruitiers. Et le tuteur, il faut savoir que pour les pastilles notamment, il va devoir rester toute la vie de l'arbre. Ok? Donc, c'est important de prendre du matériel de qualité. Donc, on va partir sur minimum 8-10 cm de diamètre, aller vers des essences qui sont plutôt résistantes, comme le châtaignier ou le chêne. Alors là, je vous ai mis les différentes hauteurs de tuteur à choisir en fonction de la taille du tronc. Ensuite, pour les ligatures, il y a différentes sortes. Voilà, il y a en chanvre, en jute. Voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et alors, également pour notamment la protection pour les campagnols, pour les arbres fruitiers, on verra qu'on a besoin de grillage. Voilà, ça, encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur les caractéristiques. Je vous l'ai mis comme ça, vous avez l'info. Mais on reviendra dessus un petit peu plus loin. On va avoir également besoin de compost ou bien du fumier, si vous avez accès à du fumier. Idéalement donc bien décomposé. Et ça, on va compter environ 20 litres par arbre fruitier. Euh, dans le cas des haies, là, on peut également apporter un petit peu de compost. Dans ce cas-là, le fumier ne sera pas très intéressant, ce sera plutôt du compost. Et alors, également, quelques gousses de vache fraîche, ça, ce sera pour créer notre pralinage, dans lequel on va tremper les plants avant la plantation. Alors, une fois qu'on a tout ça, comment est-ce qu'on va planter en tant que tel? D'abord, pour les arbres fruitiers. Ici, vous allez voir, je vous ai encore une fois mis toutes les informations. Je vais passer assez rapidement sur les différents éléments, ok? Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à les indiquer dans le chat et à relire ça tranquillement. Ben, tout d'abord, on va bien dégager, ok? Donc ici, ben voilà, on parle d'un cercle d'un peu moins d'un mètre carré, donc on va enlever la pelouse, mettre les bottes sur un côté, ensuite on va creuser. Et alors la première partie du sol, on va la mettre d'un autre côté, la terre du dessus. Pourquoi? Ben, parce que c'est vraiment la terre qui est plus riche en humus, la terre du dessus, où il y a plus de vie également. Et ensuite, on va mettre la terre du dessous d'un autre côté, qui elle est un petit peu plus minérale. Ensuite, on va bien ameublir le fond du trou avec une bêche à dents. Donc ça, c'est des bêches avec les dents qui sont un petit peu aplaties, par exemple. Si certains ont, on peut également utiliser une petite grelinette. Ça fonctionne également. Et ça, ça sert à quoi? Bah, ça permettra aux racines de pénétrer plus facilement en profondeur.
Ensuite, point 4, on va parer les racines. Alors, parer les racines, ça veut dire qu'on va couper celles qui sont tordues ou bien qui ont été abîmées, soit pendant le transport, mais normalement, si vous les avez bien enroulées, elles ne devraient pas être abîmées, ou bien quand elles ont été sorties de terre par le pépinière, le pépiniériste. Donc le pépiniériste, il va sortir les arbres de terre et ben voilà, il n'a pas le choix, il y a certaines racines qui vont être abîmées, donc on va venir recouper au sécateur de façon bien nette l'extrémité des racines abîmées. Ensuite, on va éventuellement placer un panier en treillis, euh, donc le treillis dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt, et ça c'est pour protéger les racines des attaques de rongeurs, principalement les campagnols. À la visite de terrain, on prendra le temps de créer un treillis ensemble. Donc ici, je vais pas le décrire de façon très précise. Le treillis, il est surtout important en prairie. Voilà, dans les jardins, parfois on peut s'en passer s'il n'y a pas présence de campagnols. Mais voilà, moi je conseille de toujours en mettre un, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, on va enfoncer notre tuteur. Il faut bien l'enfoncer d'au moins 70 centimètres. On va le mettre plutôt du côté ouest, en tout cas d'où viennent les vents dominants. Donc voilà, il y a peut-être des légères variations chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger la terre riche en humus, donc c'est la terre du dessus, avec un petit peu de compost bien décomposé, et on va venir former un cône dans le fond du trou. Ensuite, on va venir déposer notre arbre sur cette petite butte de terre, et puis on va s'assurer que le bourrelet de greffe, donc c'est-à-dire l'endroit où on est venu coller les deux individus, il se situe à minimum à 10 ou 20 centimètres au-dessus de la surface. Il ne faut surtout pas que ce point soit enterré. Et comment est-ce qu'on le voit? On voit qu'il y a soit un petit renflement ou on voit encore une petite trace du point de greffe. Ensuite, on va poser l'arbre sur le cône. Ensuite, on va fixer l'arbre au tuteur avec un ou deux endroits, avec des liens qui sont assez élastiques, qui sont pas trop serrés. On va laisser une main d'écart pour que l'arbre ait un petit peu de jeu. Et ensuite, on va reboucher le trou. Et donc, on va d'abord recourir avec les terres qui sont riches en humus. Et puis ensuite, on va reprendre la terre qui est un peu moins intéressante, un petit peu plus minérale, pour refermer le trou. Ensuite, on va rabattre le tri jusqu'à y poser le tronc. Et puis, on va éventuellement arroser un petit peu en fonction de l'humidité du sol et des conditions météorologiques. Et puis alors, en surface, on va venir mettre idéalement une couche de fumier ou de compost, surtout pas au contact du tronc. Donc on va bien garder le tronc dégagé, ou bien au pourtour, et puis alors éventuellement les mottes de gazon retournées. Ensuite, on posera les éventuelles protections contre le gibier et le bétail, et on effectuera une petite taille, et alors là, plutôt en mars. Alors, ça a dû être extrêmement barbant de m'écouter lire ces 16 points. Je m'en excuse. Pour apprendre à planter, c'est pas sur une slide, mais c'est bien en pratique. OK? Donc ici, je vous invite vraiment à soit bien prendre le temps de redire ça dans votre jardin avec des mains dans la terre, OK? Ou bien de venir s'essayer avec nous sur le terrain. OK? Voilà, c'est une science. OK? Voilà, il y a plein d'indications, mais c'est important de bien prendre le temps d'observer l'arbre, de voir le point de greffe, de voir à quoi ça ressemble, etc., les racines, où est-ce qu'elles sont abîmées, etc., euh, de bien regarder la terre, etc., de bien prendre le temps de creuser, de regarder la bonne terre, la terre plus minérale, mais voilà, ça, c'est des choses qu'on peut pas apprendre sur Internet. Mais donc voilà, ici au moins quelques éléments pour vous guider. Là, c'était pour l'arbre fruitier. Vous voyez, l'arbre fruitier, il faut vraiment le bichonner. Ensuite, pour les haies, là, vous allez voir, c'est un petit peu plus élémentaire. Ce qui est très important, et c'est pour ça que j'ai remis l'image ici, c'est de bien protéger les racines du soleil et du vent. Ok, c'est vraiment un élément qui peut mettre à mal une plantation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, petite différence, on va positionner un cours d'eau, éventuellement, ou un petit fil afin de planter bien rectiligne, faciliter l'entretien. Ensuite, idéalement, voilà, si on a les outils, ou si c'est une grande longueur, on va labourer ou fraiser le sol. Pourquoi? Pour détruire en fait la couche de graminées pour limiter la concurrence les premières années.
L'autre option, bah, c'est vraiment de venir l'année précédente. Voilà, faut être un petit peu prévoyant, avec vraiment une grosse couche de feuilles et éventuellement un petit peu de déchets de jardin. Pourquoi? Bah, pour, euh, pour tuer en fait, hein, pour asphyxier l'herbe qui est en dessous. Ok, voilà, c'est pour avoir c'est avec le même objectif que labourer. Ensuite, bon, on va faire des trous. Ça, on peut faire des trous individuels, hein, pas besoin de faire une grande tranchée. On peut faire des petits trous individuels, mais quand même assez grands, hein, 2 à 3 fois le volume des racines pour bien ameublir le sol aux alentours. Ensuite, on va bien étaler les racines. On va s'assurer qu'elles ne soient pas recourbées vers le haut. On peut également les parer comme pour les fruitiers. Petit élément qui n'est pas dans la liste, c'est le pralinage. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu avant, hein. Donc ça, il faut un seau. Et alors, dans le seau, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger de la terre, idéalement argileuse, une petite bouse de vache bien fraîche, qu'on sera allé récolter le matin, à l'aube. Et ensuite, on met un petit peu d'eau, on mélange. Ça fait quoi? Ça fait une grosse macocoille et on va bien tremper les racines juste avant de les mettre en terre. Ok, ça c'est important pour vraiment une bonne reprise. Et ensuite, on va tasser. Alors, tasser, ça, on va le faire modérément, vraiment du bout de pied, sans compacter les racines. En fait, le tassement, il va se faire tout seul, il va se faire naturellement euh, avec les pluies après la plantation. Voilà pour les étapes principales. Ensuite, bah, il y a quelques petites finitions. Ça, c'est pareil pour les arbres fruitiers et pour les haies. Installer un paillage au pied des arbres arbustes. Voilà, ça c'est vraiment un élément très important. Pourquoi? Parce que la compétition avec la végétation herbacée, c'est-à-dire avec les herbes, avec la pelouse autour, ça va vraiment être un des premiers risques de mauvaise reprise ou de mortalité de vos arbres ou de vos plants de haies. Donc ça va être une bonne épaisseur, un 5-10 centimètres. Encore une fois, on va bien dégager le tronc hein, pour ne pas garder la base du tronc trop humide. Bah, s'il y a présence de pâturage ou qu'il y a des cervidés ou des rongeurs dans le coin, voilà, il y a différentes protections qui vont pouvoir être apportées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un point également intéressant, ça va être de venir installer des perchoirs pour les rapaces. Alors pourquoi ça? Parce que la première raison pour laquelle les fruitiers ne fonctionnent pas, c'est parce que leurs racines se font manger par les campagnols. Comment est-ce qu'on limite la présence des campagnols? Eh bien, on garde l'herbe la plus basse possible, très important. On installe un petit grillage autour des racines, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, ben, on invite les rapaces à venir se servir chez nous en installant des perchoirs. Et donc ça, voilà, faut qu'ils fassent entre 3 et 5 mètres. Et là, ben, il faut idéalement une petite latte horizontale de 30 centimètres pour qu'ils puissent venir s'installer confortablement. Ensuite, pour les plantations mitoyennes à une voie de circulation, hein, notamment le long des routes, si vous plantez à l'avant de votre maison, par exemple, ben là, c'est important de bien signaler la plantation. Pourquoi? Ben parce qu'on la voit pas très bien au début. Comme je vous ai dit, on plante toujours petit, donc parfois c'est pas très visible. Et bah, tout simplement, voilà, lors du fauchage des bords de route, voilà, les équipes parfois elles ont pas beaucoup de temps, elles ont pas le temps de vraiment chercher après les plants. Et donc du coup, ben voilà, s'ils viennent faucher, ben ce serait dommage qu'ils fauchent votre haie avec. Ensuite, très important, une fois que ça a été bien planté, eh bien, il va falloir faire un suivi les premières années. Pour les arbres fruitiers, on parle de minimum 5 ans, pour les haies, pendant minimum 2 ans. C'est hyper important. Si vous ne suivez pas les plantations, il y a malheureusement de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Pour les arbres fruitiers, ça revient à quoi? Ben, garder une hauteur de végétation la plus basse possible hein, pour éviter l'installation des campagnols. Réaliser une première taille de formation qui suit la plantation et puis également supprimer les rejets sous la greffe. Voilà, c'est quelques éléments intéressants sur lesquels on reviendra pendant la visite de terrain. Ensuite, au niveau de la haie, ben là, on va dégager la plantation minimum 3 fois dans l'année, donc le 15 mai, le 30 juin, puis une dernière fois fin septembre. Idéalement, on va vraiment venir dégager en permanence le pied de la haie. Et ensuite, ben voilà, on peut remplacer également les plants morts fin novembre.
Ensuite, au niveau des entretiens plutôt sur le long terme, bah, pour les arbres fruitiers, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais juste dire que voilà, les 5 premières années, elles sont très importantes pour conduire l'arbre sur pour l'accompagner dans le développement de ses premières branches charpentières. Mais voilà, ça, on en reparlera à la visioconférence qui se donne plutôt en début d'année. Et ensuite, pour les haies, ben là, ben, ça va dépendre. Soit si elles sont taillées, ou soit si elles sont libres. Si elles sont taillées, ben, on va ben, du coup les tailler chaque année. Mais alors là, très important, on va intervenir de préférence en fin d'hiver, fin février, début mars. De toute façon, on va éviter de travailler entre mi-mars et fin août. Pourquoi? Parce que c'est la période de nidification, donc il faut vraiment laisser les oiseaux tranquilles. Et alors, pourquoi est-ce qu'on va plutôt venir fin d'hiver que début d'hiver? Bah, comme ça, on va laisser les fruits disponibles pour la faune pendant l'hiver. Comme ça fait une petite réserve de nourriture, notamment pour les oiseaux. Et pour les haies libres, bah là, bah, il n'y a pas d'intervention, hein. Les arbres font bien le travail sur nous. Mais on va quand même venir, par exemple, recéper, c'est-à-dire à couper à 5-10 cm du sol, bah voilà, tous les 15-20 ans pour rajeunir. Et alors, on va procéder plutôt section par section pour obtenir vraiment des structures hétérogènes. Voilà, mais ici, ces différents éléments, bah, ils se déclinent en fonction de votre terrain, de l'espace dont vous disposez, de votre volonté aussi de l'aspect général du jardin. Donc voilà, très important, aucune intervention entre le 15 mars et le 15 août minimum pour ne pas perturber la nidification. Et alors pour terminer, une petite phrase de Evelyne Leterme, qui est une réelle référence dans le domaine des arbres fruitiers. Le développement des 2 premières années, faculté à produire des fruits de qualité en quantité suffisante. Donc, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que c'est vraiment les 2 premières années, donc ça va vraiment être le début de l'arbre, le moment où il s'installe sur son nouveau terrain, qui vont conditionner en fait toute sa dynamique de développement pour de nombreuses années. Donc voilà, très important de bien planifier, d'avoir des bonnes pratiques de plantation et de bien suivre les premières années après avoir planté. Alors, un petit mot sur la SBL Diversifruit. Euh, donc, elle, c'est une ASBL qui travaille notamment et qui fédère les réseaux de vergers plutôt haute tige non traités en région wallonne. Sur le site, vous avez accès à de nombreuses informations, de nombreux outils très intéressants. Je vais revenir sur 2 outils. Le premier, c'est l'agenda de formation Diversifruit. Oui, qui a plein de tailles. Et c'est pas que des formations d'ailleurs, c'est également des événements, notamment des fêtes de la pomme ou des chantiers participatifs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et alors, autre chose, euh, si vous préférez vous faire accompagner pendant vos plantations, eh bien, sachez qu'ils ont un annuaire, pardon, de planteurs et lagueurs. Donc, ça s'appelle Localifruit. Et donc là, vous allez vraiment avoir accès à une liste de professionnels des espaces verts qui sont vraiment formés à la plantation et à l'entretien des arbres fruitiers. Voilà. On va faire encore une petite question. Voilà, juste pour vérifier si vous avez bien écouté. Alors, quelle est la période idéale de plantation de haies et d'arbres fruitiers? Voilà, la question est mise en Q et R du coup. Voilà, alors j'imagine que tout le monde a eu l'occasion de au moins réfléchir un petit peu à cela. Et donc, la période, ben, c'est bien
fin novembre, début décembre. Donc, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. La Sainte-Catherine étant, si je ne m'abuse, le 25 novembre. Donc voilà, c'est vraiment un élément très important. Pourquoi est-ce que c'est si important de planter fin novembre, début décembre? Ben parce que la terre est encore un peu chaude. Et donc, du coup, ben, quand vous allez replanter votre arbre à ce moment-là, ben, il va pouvoir reformer les petites radicelles. Les petites radicelles, c'est quoi? C'est des petits cheveux blancs comme ça que vous voyez sur les racines principales. C'est vraiment les racines qui vont aller capter et explorer le sol pour aller chercher l'eau et les éléments minéraux. Et en fait, ben, pendant tout l'hiver, et notamment quand la terre est encore un petit peu chaude, l'arbre ou l'arbuste va pouvoir reformer son réseau de radicelles. Comme ça, il sera bien prêt au printemps et particulièrement si le printemps est plutôt sec, eh bien, il aura déjà reformé des petites radicelles. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Et alors ici, on a la chance d'avoir avec nous Valérie de l'ASBL Faune et Biotope qui va nous toucher un petit mot de leur service. Voilà. Valérie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait la C'est caméra. parfait. On On t'entend m'entend bien. bien. Tout va bien. C'est parfait. Alors, attendez, Voilà, je mets ma caméra. Je suis chez moi. Donc, bonjour à tous. Je suis Valérie Charles, conseillère en plantation dans la SBL Faune et Biotope. Donc, on a un service de conseil en plantation pour les citoyens, c'est moi qui m'en occupe, et pour les pouvoirs publics. Et on travaille en binôme, un peu en collaboration avec l'entreprise Plante C qui, elle, s'occupe plutôt du public des entreprises. Et nous complétons l'équipe en fait de Natagriwal qui, eux, s'occupent du conseil en plantation des agriculteurs. Donc voilà. Donc en fait, je vais remettre un petit peu en contexte. L'opération Yes We Plant, c'est une initiative portée par le gouvernement wallon, l'ancien gouvernement wallon, de planter 4000 km de haies et 1 million d'arbres en Wallonie sur 4 ans. Voilà, le projet a été clôturé au mois de mai 2023 et je suppose que vous l'avez vu dans la presse, le cabinet de la ministre a annoncé que l'objectif était atteint. Voilà, mais ce n'est pas pour autant que le projet Yes We Plant s'arrête. En tout cas, pour l'instant, tout continue. J'ai vu qu'il y avait une question à ce propos. Donc, pour l'instant, les aides continuent et le projet Yes We Plant en tant que tel continue. Maintenant, on ne sait pas trop dans quelques mois comment ça peut se passer, donc j'ai envie de dire profitez-en. Voilà, alors au niveau des soutiens financiers notamment, on a une subvention à la plantation. Il y a une petite subvention pour l'entretien des arbres et des haies, mais qui est relativement anecdotique pour les citoyens, à moins d'avoir de très très grands linéaires. Il y a la possibilité aussi de commander des plants et de recevoir des plants gratuits de la part du SPW, ce qui est tout à fait différent des plans gratuits que vous recevez de vos communes. Ça, c'est vraiment à voir en direct avec la commune. Et alors, il y a en plus une offre d'encadrement technique, et ça, c'est nous qui nous en occupons. Voilà. Bernard, tu peux changer. Merci. Alors, voilà les deux aides un peu plus en détail. Donc, on a la subvention à la plantation, qui est pour la haie soit 5, 7 ou 9 euros en fonction du fait qu'elle soit mono, double ou triple rang. Donc voilà, il y a une aide pour les alignements d'arbres, mais en général, les citoyens, ça arrive très peu fréquemment qu'on me demande un alignement d'arbres. On a une subvention aussi pour les vergers haute tige. Vous verrez, je vous donnerai le détail des règles à respecter pour y avoir droit ensuite. Donc, une aide pour les vergers, pour les taillis linéaires et une aide pour l'entretien des arbres têtards qui est de 20 euros par arbre. Et j'ai oublié exactement toutes les combien d'années, mais je pense que c'est tous les 10 ans pour l'entretien des arbres têtards. Donc voilà. Alors ça, les montants que vous voyez là, ce sont les montants qui vous sont octroyés si vous plantez vous-même.
Dans le cas où vous passez par un jardinier ou un entrepreneur de parc et jardin, là, dans ce cas-là, vous pouvez faire fois 1,5 fois le montant et on peut vous donner une subvention qui sera égale maximum à 80% de votre facture. Donc, pour vous donner un exemple, si vous avez une plantation de 100 mètres de haies à faire, vous recevrez 500 euros si vous plantez vous-même et vous recevrez 750 euros si vous plantez via un entrepreneur. À savoir que, vu qu'on ne peut vous rembourser que jusqu'à 80%, si votre facture fait 750 euros tout pile, on vous remboursera 80% de ces 750 euros. Si votre facture est de 1500 euros, on vous donnera comme subvention toujours 750 euros. Voilà, donc il ne faut pas croire que n'importe quelle facture sera payée à hauteur de 80%, ce n'est pas le cas. Alors, en plus de ça, donc ça c'est une première chose, donc la plantation, la subvention à la plantation. La deuxième possibilité, c'est de commander des plants gratuits. D'ailleurs, peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux. Pour l'instant, il y a une petite campagne de communication à propos de ces plants gratuits. Ce sont pour les projets plutôt d'envergure, donc minimum de 500 plants, maximum 8000 plants. Donc voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Alors la différence entre les deux, c'est que pour la subvention à la plantation, vous choisissez vous-même les plants, les essences, vous faites votre plan de plantation, vous devez introduire une demande de subvention en ligne. Voilà, donc vous êtes un peu en roue libre, entre guillemets, sur votre projet avant de faire la demande de subvention. Pour les plans gratuits, c'est tout à fait différent. Vous devez aller sur le site de YesUplant. Dans Aide et soutien, vous cliquez sur Plan, vous verrez tout est expliqué en détail. Et là, vous n'avez pas le choix des essences. C'est le SPW qui va décider pour vous de quelles essences sont a priori compatibles avec votre sol, avec l'endroit où votre haie sera plantée. Et voilà. Donc, et en fonction évidemment du stock qu'ils ont chez eux. Voilà, merci. Alors, pour avoir droit à la subvention pour une haie, si vous vous trouvez en zone d'habitat, en tout cas la future plantation, si elle se trouve en zone d'habitat tout court ou zone d'habitat à caractère rural, vous devez avoir minimum 20 mètres de haies à planter. Si vous vous trouvez dans une autre zone, et notamment en zone agricole, ce sera un minimum de 100 mètres de haies à planter par tronçon de 20 mètres. Voilà. Donc ça, c'est la première règle à respecter. C'est toujours la première question que je pose. Donc vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, soit dans vos documents, soit sur Wallon Map, vous rentrez votre adresse, et, enfin en tout cas l'adresse de la future haie, et vous pouvez voir au plan de secteur dans quelle zone est située la future plantation. Alors, attention, aucune subvention ne sera octroyée en zone forestière, même les zones forestières qui sont apparentées à des zones agricoles ou qui sont cultivées ou qui sont devenues une prairie. Peu importe, si au niveau du plan de secteur, on est en zone forestière, la subvention ne sera jamais accordée. Voilà, comme ça, vous savez. Alors, vous devez mettre minimum 3 essences différentes dans votre haie, donc aucune ne dépasse 50%. Et 2 tiers du nombre des plants devront être des espèces entomophiles, donc c'est-à-dire des espèces mellifères. Voilà, et alors d'autres règles à respecter, ce sont donc l'emplacement de 70 cm maximum entre les plants. Nous, en général, dans les jardins, on conseille de mettre tous les 50 cm, voire tous les 30, mais c'est pas forcément hyper utile. Mais si vous souhaitez rapprocher un peu plus les plants et les mettre à 30 cm, c'est une possibilité. Et l'écartement entre les rangs dans le cas où vous souhaitez implanter plusieurs rangs de haies, soit 2 rangs, soit 3 rangs, alors l'écartement entre eux sera de 1,50 m maximum. Et ici, vous voyez à droite l'annexe 1 qui est la liste des essences. Donc évidemment, il n'y a pas que 5 essences. Je vous ai juste mis un petit exemple. En tout, il y a 64 essences qui sont évidemment toutes indigènes et
pour favoriser, entre autres, la biodiversité. Et vous voyez bien, à côté du nom, dans la deuxième colonne, on a une petite croix, un petit astérisque quand l'essence est entomophile. Donc, à savoir que vous devrez choisir, en tout cas, au minimum 2/3 des essences dans cette colonne. Voilà. Alors, donc, il y a aussi une subvention pour les vergers. Donc là, dans ce cas-là, c'est lorsque vous mettez minimum 15 arbres fruitiers. Et attention, ce sont des hautes tiges. Donc, si vous faites une demande pour 10 hautes tiges et 5 mi-tiges ou basses tiges, ça ne passera pas. Donc, il faut un minimum de 15 arbres fruitiers hautes tiges. À vous, évidemment, libre à vous de, entre les plants de hautes tiges, de mettre des basses tiges, des mi-tiges, mais voilà, vous ne pourrez pas demander de subvention à ce niveau-là. Alors, pour que ce soit considéré comme une variété haute tige, ben, le tronc doit faire minimum 1,80 m. Et voilà, dans l'annexe 2 du Vademecum dont Bernard vous avait parlé, vous avez la liste des espèces et des variétés fruitières qui sont éligibles. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez besoin de plus d'infos, de toute façon, je pourrais vous en apporter par la suite. Voilà, et donc, comme je vous l'expliquais, je n'ai pas été vraiment dans le détail, donc nous sommes un service d'accompagnement gratuit pour les citoyens, euh, mais aussi pour les pouvoirs publics, pour les entreprises, et Nathalie Wall s'occupe des agriculteurs. Moi, dans mon cas, pour les citoyens, j'ai énormément de demandes, donc c'est vraiment impossible pour moi de me rendre sur les lieux de toutes les plantations. Donc il arrive de temps en temps que j'aille sur le terrain, mais en fait maintenant on est pratiquement à un minimum de 1000 mètres, donc soit 1 kilomètre de haie pour nous rendre sur les projets. Mais voilà, de nouveau, ça c'est au cas par cas, donc en fonction de ce que vous m'expliquerez, si la nécessité que je vienne sur place est absolument, entre guillemets, non négociable, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra convenir d'un rendez-vous. Mais sinon, dans les autres cas, je peux vous aider sans problème, par téléphone, par email. Vous pouvez me contacter une première fois, une deuxième fois, enfin voilà. Au niveau du conseil par email et par téléphone, il n'y a vraiment aucun problème à ça. Alors, au niveau de l'accompagnement, ben, en fait, tout ce que Bernard vous a expliqué, j'aurais pu aussi vous l'expliquer. Donc, si vous avez besoin d'informations plus tard à propos de comment avoir droit à la subvention et à propos d'un projet de plantation, même si vous n'avez pas droit à la subvention, je peux vous aider. Évidemment, je ne vous aiderai pas à planter une haie qui ne sera pas indigène, mais je peux vous donner tous les conseils qu'il faut un peu dans le jour de conseil que Bernard vous a donné tout au long pardon, c'est le soir, je suis un petit peu fatiguée, tout au long de ce webinaire. Donc voilà, donc on peut réfléchir ensemble sur votre projet. Je vous envoie des fiches techniques, des conseils. Je peux vous rappeler plein d'infos qui ont été données par Bernard, notamment le site web mae.be qui est vraiment hyper intéressant pour réfléchir à votre projet de plantation. Je vous envoie des sites web, des références, des renseignements en tout genre. On en rediscute après si besoin. Voilà. Et ce que je peux faire aussi, c'est valider votre plan de plantation et vous confirmer si vous aurez droit ou pas à la à la subvention à la plantation avec le projet que vous me proposez et ce qu'il faut modifier pour y avoir droit si c'est possible. Donc voilà. Et alors, si vraiment extrêmement nécessaire, vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'administratif, alors il est possible que je fasse la demande de subvention pour vous, qui est en ligne via It's Me ou avec votre carte d'identité. Voilà, mais c'est vraiment dans le cas où les personnes n'ont vraiment soit aucune connaissance de l'ordinateur, d'Internet, etc. Voilà, soit les personnes qui sont dans l'impossibilité de faire une demande, mais c'est clair que je n'aurai pas le temps de le faire pour tout le monde. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Donc si vous voulez nous contacter, vous pouvez aller sur le site de Yes We Plant, donc yesweplant.wallonie.be.
Si vous allez sur le site de Faune et Biotope, vous trouverez aussi mes coordonnées. Voilà, le numéro qui s'affiche est le numéro de téléphone du guichet. Donc, vous pouvez appeler ce numéro, quoi que vous soyez. Vous aurez une petite voix qui vous dira si vous êtes un citoyen, tapez 1, si vous êtes un agriculteur, tapez 2, une entreprise, tapez 3. Donc voilà, et si vous êtes un citoyen et que vous avez besoin d'informations et que c'est plus facile pour vous de me demander par email, ben voilà, vous pouvez envoyer un email à citoyen@faune-biotope.be. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Super, ben, merci beaucoup Valérie pour toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner vers Valérie ou vers certains de ses collègues pour un accompagnement dans votre projet de plantation. Et alors ici, ben, pour terminer, ben, je voulais terminer sur un beau paysage du pays de Herve et rappeler que avant de planter, le plus important, c'est toujours de conserver l'existant, et particulièrement quand c'est indigène. Comme on voit ici notamment les magnifiques vieux fruitiers haute tige qu'on peut encore observer dans nos campagnes, ben voilà, c'est très important avant tout de les conserver. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à ma collègue Julie. Merci Bernard et Valérie pour cette belle présentation et toutes ces informations qui, je suis sûre, vont aider euh, les personnes qui nous écoutent ce soir. Donc, pour les prochaines formations, on va avoir, donc ici, Bernard en parlait tout à l'heure, le 2 novembre, on a une visite de terrain, donc en lien avec la thématique d'aujourd'hui, évidemment, à Wépion, du côté de Wépion. Il reste 12 places. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, ça dure 3 heures, c'est de 9 heures à midi. Et alors, ça coûte 5 euros. Donc, c'est assez raisonnable. Vous pourrez voir tous les aspects théoriques et surtout pratiques. Du coup, Bernard fera sûrement un petit rappel d'aujourd'hui, mais surtout, vous mettrez la main à la pâte, comme on dit. Et alors, même visite de terrain le 9 novembre du côté de Jupy, donc en province de Liège. Et là, il reste 13 places, aussi de 9 heures à midi. Donc, ce sont des samedis. N'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement. On a aussi une conférence le 3 décembre, donc ce sera la dernière du cycle de formation. Une visioconférence, ce sera sur comprendre son sol et s'y adapter, que je donnerai avec mon collègue Louis. Et alors, on a deux conférences en présentiel le 22 novembre et le 23 novembre qui vont se donner dans deux pépinières qui sont labellisées jardiniers sans pesticides. Le 22 novembre, ce sera sur les adaptations du jardin face au changement climatique. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à la visioconférence, voilà, ça se donnera à la pépinière Le Tri à Autigny-Louvain-la-Neuve. Et le 23 novembre, sur la préparation et la gestion écologique d'un potager du côté de Charleroi, en présentiel aussi. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et avant de passer aux questions-réponses, on va vous demander, comme d'habitude, de bien vouloir répondre au sondage, étant donné que c'est la première fois qu'on donne cette visioconférence. Vos retours sont importants pour nous, surtout pour Bernard aussi. Donc, je viens de glisser le sondage dans une discussion dans QR. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir laisser cette slide-là. Bernard, il y a pas mal de questions qui sont apparues. Super. Je ne sais pas si tout le monde a eu accès du coup à cet onglet QR et j'en suis désolée si ça n'a pas fonctionné chez tout le monde. J'espère qu'il ne fallait pas avoir l'application Teams pour y avoir accès. Mais sinon, n'hésitez pas à poser vos questions à Bernard. Il y a son adresse mail ici en dessous. Pour pas générer de frustration, n'hésitez pas à lui poser vos questions dans un second temps ou ce soir. Je pense que Bernard, tu seras OK d'y répondre dans les prochains jours si, euh, si, euh, si on n'y répond pas ce soir. Oui, Alors, bien sûr.
Dans les questions, je pense que tu peux réactiver ta caméra maintenant, Bernard, ça sera plus agréable, si tu y arrives. Mhm. Ah, Dans d'accord. Je dans peux le les faire comme ça. questions, il y avait comment limiter du coup la hauteur d'une haie libre. Comment limiter la hauteur d'une haie libre? Ben, il y a deux solutions. La première, qui pour moi est la plus intéressante, c'est de choisir des espèces qui ne vont pas dépasser la hauteur qu'on ne veut pas qu'elles dépassent. C'est-à-dire, dans les différents documents que je vous ai proposés d'aide à la sélection, il y en a notamment certains qui précisent la hauteur à maturité. Et donc, du coup, ben, vous allez voir que certaines espèces ben, s'arrêtent de grandir à leur hauteur à maturité. C'est un peu, on va dire, une variante commune à l'espèce. Par exemple, certaines espèces, elles s'arrêtent à 3 mètres, certaines, elles s'arrêtent à 12 mètres et d'autres à 18 mètres. Donc, première étape, si vous voulez que votre haie ne dépasse pas 3 mètres, bah, choisissez, et que vous n'allez pas la tailler, bah, choisissez des espèces qui ne vont pas dépasser cette taille-là. Ça, c'est l'option si on y réfléchit bien dès le début. L'autre option, bah, comme je vous disais, une haie libre, elle peut quand même être entretenue, je veux dire, de façon ponctuelle. Et ben, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, quand on a atteint cette hauteur-là, ben du coup, encore une fois, deux options. La première, ben, la plus facile, et pourquoi est-ce que je dis la plus facile? C'est vraiment en termes de gestion. OK, ben ça va être quoi? Ben, ça va être de recéper. Ça va être de tout recouper à 10-15 cm du sol. Bon, je suis d'accord, c'est assez brusque comme mode de gestion, mais ça permet de travailler du sol. Mais bon, voilà, ça fait un gros trou. Je peux comprendre que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Euh, une option qui pourrait être un peu entre les deux, ben en fait, c'est de travailler, si on a une haie sur plusieurs rangs, ben ça va peut-être être de travailler sur un rang, puis sur l'autre rang de façon, je veux dire, par intervalle. Mais voilà, euh, ça, c'est plutôt, on va dire, du chipotage, c'est plutôt de l'essai-erreur en fonction des espèces qu'on a choisies, etc. Ça peut ou pas ne pas fonctionner. Donc voilà, ça, c'est les deux options principales. Et la dernière option, bah, c'est voilà, c'est quand ça dépasse, bah, prendre une échelle et chaque année aller s'embêter à recouper ou grimper dans l'arbre. Mais ça, pour moi, c'est pas une option efficace en termes de gestion. Donc voilà, vraiment prendre le temps, la hauteur à maturité pour déterminer les espèces qu'on mettra dans la haie. Merci Bernard. Je viens de glisser le lien direct pour accéder aux inscriptions pour les visites et les autres événements dont je viens de parler, à nouveau dans l'onglet. Alors, autre question, y a-t-il une législation spécifique pour planter une haie à la limite avec l'espace public? Euh, c'est une bonne question. Ça peut-être que Valérie pourra éclairer. J'imagine que les 50 centimètres et les 2 mètres inscrits dans le code civil sont toujours valables pour la limite de propriété. Après, au niveau de la mitoyenneté avec l'espace public, ça, je vous avoue, je n'en ai aucune idée. Valérie, si tu es toujours parmi nous et que tu as une idée de la réponse, Oui, euh, alors en fait, la législation n'est pas hyper claire là-dessus. Donc en fait, dans le code rural, on parle de 2 mètres de hauteur. Pardon, oui. Enfin, en fait, c'est à peu près la même règle que tu as expliqué, Bernard, tout à l'heure, entre deux propriétés. Donc, normalement, si on doit planter notre haie si c'est une haie basse en tout cas, on peut planter la haie à 50 cm de la mitoyenneté avec l'espace public. Et si on veut laisser monter plus haut, on doit mettre à 2 mètres. Donc ça, c'est la règle qui est inscrite dans le code rural, mais qui, dans les faits, peut être tellement différent d'un endroit à l'autre, d'une commune à l'autre, que ce que nous, on conseille, c'est de poser la question de toute façon à votre commune
pour savoir qui gère la voirie ou qui gère l'espace qui se trouve juste à côté de chez vous, avoir leur accord avant de faire quoi que ce soit pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et voilà, et ne pas prendre ces règles pour argent comptant parce que elles ont été réfutées à plusieurs reprises. Donc voilà, vraiment le conseil, c'est se renseigner auprès de sa commune qui pourra beaucoup plus facilement vous aider. Voilà, désolé, c'est pas hyper clair, mais c'est comme ça dans les faits. Je confirme effectivement ce que Valérie dit et je pense que ça dépend aussi si vous êtes dans un lotissement. Il y a des prescriptions urbanistiques de lotissement parfois qui imposent des hauteurs. Donc, clairement, je vous invite aussi à contacter le service urbanisme ou le service environnement de votre commune, voilà, en fonction de votre localisation et de votre, enfin, si vous êtes dans un lotissement ou non, c'est toujours plus judicieux. Euh, il y a une question, Bernard, par rapport au mûrier blanc. Est-ce que c'est une option possible dans les haies, dans les haies? Je voudrais qu'il soit dans la liste. Euh, il me semble qu'il n'est pas dans la liste du Vademecum de la région. À nouveau, Valérie, je t'en prie, Non, si on n'y ce est n'est pas. qu'il Donc, n'y est il ne pas, va mais pas il me être semble qu'il n'est pas subventionné, en fait. dedans. Euh, donc voilà. En tout cas, au niveau de la subvention, si c'était ça la question, c'est pas dedans. Alors, une question par rapport aux distances maximales à respecter entre les variétés plantées et pollinisateurs. Euh, Distance maximale, donc ça pour les fruitiers, euh, bah, faut réfléchir, hein. En fait, faut se mettre dans la tête d'une abeille ou d'un insecte qui va venir butiner. Euh, Honnêtement, je n'ai pas vraiment de valeur en tête. Euh, euh, le plus proche possible, ça vous dit pas grand-chose. Mais au niveau pollinisation, euh, ben, franchement, voilà, essayez de planter au plus proche. Si vous avez la possibilité, peut-être quelques petits éléments que je peux apporter en complément. C'est, la majorité se fait par donc par l'entomofaune, c'est-à-dire par les insectes, mais il y a également une petite partie qui est assurée par le vent. Donc, je vais dire, mettre votre variété pollinisatrice du côté des vents dominants, ça reste aussi une option qui est intéressante quand c'est possible dans votre terrain. Et alors, une autre chose pour aider à la pollinisation, c'est bah, justement dans vos haies, et là, c'est présent sur les listes du Vademecum, il y a notamment, par exemple, le pommier sauvage. Et le pommier sauvage, ben lui, donc Malus sylvestris, lui va être un pollinisateur de toutes les variétés qui vont fleurir plutôt en milieu de saison, donc plutôt les classes moyennes, mais également les floraisons plutôt précoces. Ben voilà, ça va pouvoir, enfin, ça va être une aide au niveau pollinisation des pommiers. Voilà. Euh, mais j'ai pas vraiment de limite je dirais quelques dizaines de mètres. Mais je pense qu'une abeille peut quand même se voler quand même un petit peu, quoi. Mais il faut se dire, il faut qu'elle vole d'abord sur la variété pollinisatrice, puis qu'elle vienne se balader sur l'arbre en ayant encore quelques petits grains de pollen sur elle. Mais bon, en général, les petits grains se calent un peu partout, donc il y a quand même une certaine distance possible de déplacement. Ok, merci. Alors, autre question. Bah, c'était plus une question par rapport du coup, au conseiller environnement qui distribue les plants à la semaine de l'arbre. On demandait s'ils pouvaient également conseiller. Je suppose que ça dépend aussi un peu de leur,
de leurs affinités avec la thématique et de leurs connaissances, mais ça pourrait être dans leur corps de donner des conseils, oui, sur le choix des essences et des distances de plantation. Dites-moi si je Oui, me trompe. au sein même de la commune, Oui, c'est ça? Ben, oui, j'imagine que sur place, le jour peut-être de la distribution, il y a parfois pas aussi sûrement quelqu'un, oui. des stands ou des personnes un petit peu référentes qui pourront vous apporter des indications. Après, c'est très important. Enfin, pour moi, c'est très important de prendre le temps en amont de bien voir où on va planter, réfléchir à ce qu'on va planter. Euh, donc voilà, faut bien réfléchir à tout ça en amont. Il faut pas arriver à la distribution et se dire prendre des arbres et se dire où est-ce que je vais les mettre sans savoir quelle taille ils vont avoir à maturité, etc. Parce qu'en fait, en théorie, bon, dans le cas des haies, c'est un peu différent, mais normalement, les arbres et les arbustes, on dit qu'ils, quand ils sont bien plantés, on doit jamais les tailler. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien réfléchir à quelle est la taille à maturité de l'arbre qu'on va planter, quoi. Si on veut après ne pas trop devoir l'entretenir. Euh, voilà, désolé, je me suis égaré, j'ai pas répondu à la question, je pense, mais je pense qu'au moment du retrait du plan, Il y aura à des la conseils, journée, oui. voilà, vous trouverez quelqu'un, hein. Mais n'hésitez pas à reprendre contact à Valérie, qui, elle, par contre, ça, je peux vous l'assurer, saura répondre à toutes vos questions euh, et vous apporter des outils très intéressants pour, euh, pour en apprendre plus sur ça, sur la thématique. Alors, concernant les haies, est-ce que ça peut avoir un intérêt d'y placer des tuteurs aussi quand on plante Ben, dans les zones qui sont assez venteuses, euh, ça peut être intéressant par exemple, moi j'ai déjà fait dans des chantiers de plantation. Voilà, c'était chez un client où c'était vraiment sur des plaies esbignonnes où ça souffle très fort. Bon, en fait, j'ai mis des tuteurs espacés enfin des petits tuteurs espacés de quoi 5-6 mètres avec en fait deux fils métalliques. Et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Donc là, c'est pas un tuteur par plan, sinon on ne s'en sort pas, mais c'est vraiment des tuteurs sur lesquels on va mettre des fils, surtout le linéaire de plantation. Donc important de planter aligné, sinon ça ne fonctionne pas. Et alors, pourquoi est-ce que c'est utile? Donc, comme je vous ai dit, les zones où il y a beaucoup de vent, ben, les plants, quand on va les mettre, il n'y a rien à faire, ils vont refaire des racines, mais ça prend un peu de temps. Et si ben, ils prennent le vent avant qu'ils aient formé les racines et qu'ils soient bien ancrés, ben, effectivement, ils risquent de se coucher. Et une fois qu'ils sont couchés, ben, soit leur racine carrément sort du sol et alors là, ben, c'est foutu. Ou bien ben, on passe dessus avec la tondeuse, ou bien ils seraient en racine, mais ils poussent plus très droit, etc. Donc, à la limite, les zones où il y a beaucoup de vent, ça peut être intéressant de mettre deux petits fils métalliques horizontaux sur toute la longueur de la haie. Merci. Alors, par rapport aux hauteurs des tuteurs que tu donnais tout à l'heure, est-ce que ça comprend les parties enterrées ou non? C'est les tuteurs dans leur entièreté, donc partie enterrée comprise. Donc, faut compter que pour qu'un tuteur tienne bien, il faut qu'il y ait au moins un tiers de enfin, au moins, idéalement, un tiers de sa hauteur qui soit enterré. Bon, pour les grands tuteurs, c'est-à-dire ceux de 2,50 m pour les hautes tiges, un tiers de 2,50 m, ça fait un peu plus de 80 centimètres. On est d'accord, ça c'est un peu exagéré, mais je veux dire au moins 60 centimètres, c'est vraiment le minimum pour qu'ils tiennent sur la longueur, hein. Comme je vous ai dit, les tuteurs, ils sont là pour durer longtemps, surtout pour les basses tiges. Et parfois, en plus, les hautes tiges, s'il y a du pâturage, bon, ça concerne peut-être pas les jardins privés, mais s'il y a certaines personnes qui ont du pâturage, bah voilà, les animaux, ils aiment bien aussi aller se frotter sur les tuteurs, etc. Faut qu'ils tiennent bien. Merci. Alors, il y a aussi une question. Est-ce que tu as une idée du coût que représentent les postes, enfin le budget protection quand on fait une plantation?
le budget, approximativement, au niveau des protections, d'abord il y a le tuteur évidemment, donc là il faut compter je vais dire 10-12 € pour un bon tuteur. Ça dépend de votre fournisseur, etc. hein, mais je veux dire moi par rapport au fournisseur chez qui je suis autour de 10-12 € pour le tuteur. Ensuite, le grillage, euh, c'est assez variable, hein, mais je vais dire il faut compter, je dirais autour je dirais une bonne vingtaine d'euros pour avoir un grillage, je veux dire, de qualité, je veux dire, la partie aérienne, hein, si c'est pâturé. Et alors, je vais dire, pour la fosse de plantation, pour le grillage anti-campagnol, là, je vais dire entre 10 et 15 euros. Pour le grillage à poules, on y est. Après, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut encore ajouter la ligature, ça c'est quelques euros pour avoir une ligature de qualité. Euh, et voilà, des petites vis. Et alors, il y a des petites gaines aussi en plastique qu'on peut mettre pour protéger les rongeurs et également protéger des coups de broussailleuses qui sont aussi souvent malheureusement occasionnées quand on veut entretenir le pied de l'arbre. Et ça, il y a des petites gaines en plastique avec des ronds et ça, c'est aussi quelques euros. C'est de choses utilisées notamment pour les plants forestiers. Voilà, une ordre de grandeur, mais ça, voilà, ça dépend si vous passez par un professionnel, si vous allez chez un revendeur spécialisé. La seule chose que je peux vous dire, c'est ne lésinez pas sur la qualité du matériel que vous utilisez, parce que bien souvent, on utilise du matériel de mauvaise qualité qui ne dure pas dans le temps, et au final, c'est du temps et de l'argent perdu. Donc voilà, ne pas lésiner sur la qualité. Alors, avant dernière question, est-ce qu'il existe un répulsif bio ou naturel efficace enfin, contre les cervidés, les sangliers, etc. Pour les, pour ceux-là, oui, bah, moi, j'ai déjà entendu plusieurs techniques. Peut-être que même sûrement peut-être que Valérie pourra compléter, mais j'ai déjà entendu voilà au niveau de la laine de mouton, sur les extrémités des tiges, voilà, venir enrouler un morceau de laine. En fait, pourquoi? Parce que c'est une odeur assez forte. J'ai également lu au niveau mais bon, de sources assez sûres au niveau des cheveux humains qui dégagent également une odeur qu'on pouvait mettre dans des petits sachets à différents endroits aux abords des plantations. Euh, Sinon, à part, je dirais écologiquement, à part un grillage assez important, ou bien pour les rongeurs, il y a également des peintures qui ont, je pense, un impact sur l'environnement très réduit. Donc, on peut tremper les plants de haies, évidemment, entièrement dans de la peinture. C'est de la peinture SEMA, SEMA. Mais là, c'est vraiment plutôt pour les rongeurs. Mais peut-être que ça doit éloigner aussi les cervidés. Voilà, je sais pas si Valérie, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela. Alors, je vois pas trop quoi ajouter, mais chez Poney Biotope, on a vraiment une partie de notre équipe qui est vraiment dédiée au projet chasse et biodiversité. Et je cherchais à l'instant dans mes mails parce que je me souviens qu'ils nous avaient fait un mail récap avec toutes les possibilités. Donc je sais qu'il y a notamment les grillages, mais ça on en a déjà parlé. Et il y a ce genre de peinture, mais aussi une espèce de pâte répulsive. Je ne pense pas que ce soit très bio. Par contre, donc je ne retrouve plus les infos parce que j'ai très peu ce genre de questions. Mais la personne qui a posé la question, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un email et je lui répondrai la semaine prochaine avec un peu plus de détails. Voilà, il faut vraiment pas hésiter. Donc envoyer un email à citoyen au singulier arrobase faune-biotope avec s.be. Voilà. Et alors, une petite chose, faut se dire, si un arbre malencontreusement s'est fait dévorer, hein, s'il a été croqué, c'est pas pour ça qu'il est mort, hein. S'il est bien installé, qu'il a bien été dégagé, etc., que son système racinaire est bien installé,
bah, il va très bien, il peut très bien repartir d'un autre côté, etc. Donc voilà, faut toujours laisser aussi le temps à la nature de rebondir. Il faut se dire si la haie a bien été plantée, si le système racinaire est bien développé, les plants, voilà, c'est pas dans leur histoire évolutionnaire, ils ont fait face à la présence d'herbivores, donc ils ont plus d'un tour dans leur poche aussi pour se relever de cela, si je puis dire. Alors, une question concernant les haies. Est-ce que le plessage est un plus pour l'entretien? Alors, Expliquez ce que c'est un plessage. le plessage, ouais, c'est très intéressant et notamment un. Oui, le plessage, c'est très intéressant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le plessage, c'est une technique ancestrale hein, qui était pas mal pratiquée avant, notamment pour créer des zones, enfin, pour limiter des zones pâturées. En gros, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de planter une haie, je veux dire, de façon assez classique. Et puis après quelques années, quand le tronc a quelques centimètres de diamètre, bon, on va venir à l'aide d'une serpe ou d'une hache. On va vraiment venir couper en fait la majorité du pourtour de l'arbre et on va venir coucher l'arbre à l'horizontale. Donc on va le hacher à, je veux dire, à une dizaine de centimètres du sol. On va vraiment venir coucher l'arbre à l'horizontale et alors l'arbre, vu qu'il lui reste une petite partie de sa périphérie, il ne va pas mourir, il va continuer à vivre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va lancer du coup de cette branche, de ce tronc aplati, il va relancer des branches verticales, ce qui va vraiment former un quadrillage très dense qui va permettre de contenir le bétail. On peut même faire ça avec des individus épineux, hein, notamment avec de l'aubépine, et on peut même contenir des volailles grâce à ça. Donc c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Alors, est-ce que ça va faciliter la gestion? Bon, déjà, la mise en place, ça prend du temps. Donc, je vais dire, c'est pas ce qui va le plus vite à mettre en place, ça c'est certain. C'est pas très compliqué, surtout si on sait dès le début qu'on va placer, ben, on va le faire au bon moment, on va avoir la bonne méthode, etc. pour le mettre en place. Euh, mais effectivement, une fois qu'elle est bien installée, ben, on va venir entretenir, mais je veux dire, enfin, encore enfin, tout dépend de la volonté de la haie. Si on veut vraiment garder une vue, par exemple, sur l'intérieur de la zone qu'on a déterminée par le plessage, ben, on va venir entretenir annuellement les pousses verticales, mais qui seront du coup à hauteur d'homme. Euh, mais ça demande, je veux dire, pour cette fonction-là, ça reste un entretien annuel. Donc, je veux dire, au niveau de la réduction du temps, c'est pas vraiment ça qu'on va chercher par le plessage. Le plessage, c'est avant tout une technique de délimitation parcellaire par une formation qui est très dense et qui est vivante. Donc, on va vraiment créer une barrière vivante. Alors, c'est magnifique, hein. J'ai fait un stage là dernièrement sur le plessage. C'est une superbe technique. On joue vraiment avec le génie végétal. C'est magnifique. On peut faire ça avec plein d'essences différentes. Mais je pense pas que l'objectif de réduction d'entretien soit le premier objectif. On le fait parce qu'on a envie de créer une barrière naturelle vivante. Mais pour ça fonctionne très bien. Et alors, je pense que la dernière question, elle concerne plutôt Valérie. Je ne sais pas si tu as l'occasion de revoir quelqu'un qui s'interroge par rapport au subside Yes We Plant. Est-ce qu'il y a moyen de demander le subside avant de planter? Parce qu'il a vu qu'on pouvait faire la demande jusqu'à 6 mois après la plantation. Mais est-ce que c'est possible de le faire avant? Alors en fait, actuellement, ce qu'il faut faire, l'idéal, c'est d'envoyer une demande d'avis préalable, donc via le même lien. Vous allez encoder à ce moment-là toutes vos coordonnées, votre plan de plantation, détailler ce que vous souhaitez planter, etc. Donc c'est vraiment avoir les bases de votre projet, vous les encodez et vous allez recevoir
soit une confirmation que vous aurez droit à la subvention, soit une réponse négative qui vous dira, ben voilà, tel et tel critères ne sont pas respectés, donc vous devez soit changer, soit abandonner votre projet si vous voulez rester sur votre premier projet, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Et pour l'instant, la demande d'avis préalable est relativement obligatoire parce que vous pouvez vraiment indiquer toutes vos coordonnées. Ensuite, quand vous avez planté, vous avez effectivement 6 mois pour réaliser la demande de subvention, vraiment pour demander l'argent et pour que vous soyez, que le subside vous soit versé sur votre compte. Donc vous avez 6 mois après la plantation pour le faire. Dans quelques semaines ou quelques mois, la demande d'avis préalable ne sera plus obligatoire parce que le document de demande de subvention que vous pouvez envoyer 6 mois après sera suffisant et vous pourrez mentionner toutes vos coordonnées là-dedans, donc il n'y aura plus besoin de remplir de documents. Mais je vous conseille toutefois, quand même, pour être sûr d'avoir droit à la subvention, c'est toujours préférable de faire une demande d'avis préalable ou alors de m'envoyer à moi votre projet et moi je vérifie si ça rentre dans les conditions. Voilà. Valérie, je pense qu'il n'y a plus de questions et on va pouvoir gentiment clôturer. Donc à nouveau, hein, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Bernard si vous avez des questions qui vous reviennent ou à contacter Valérie. Bernard, tu peux peut-être juste remettre la slide de Valérie avec l'adresse mail. N'hésitez pas à la contacter aussi. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce soir.